Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la piste longue. Et pour en parler, monsieur Piste Longue, Christophe Masson, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau présent sur ce plateau. À vous. Événement important hier, l'inauguration de cette maison du projet de la piste longue. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première pierre à l'édifice ? C'est pas la première pierre, parce qu'il y en a déjà eu avant. Simplement, ça confirme le fait que nous sommes vraiment à un moment charnière sur le projet, où il faut qu'on donne les informations à la population et qu'on recueille les avis, les remarques de la population. On est dans du concret sur la réalisation. On n'est plus à se poser la question de savoir si on réalise la piste ou pas. Là, on est dans la réalisation, dans les conditions de réalisation, et il y a des sujets qui vont concerner la population, les riverains. C'est des sujets, des enjeux que j'ai déjà évoqués sur ce plateau, les enjeux d'approvisionnement en matériaux, les enjeux environnementaux, les enjeux liés aux nouveaux volcans, les risques naturels. Et tout ça, des informations doivent être données à la population pour que chacun comprenne et fasse des remarques. Alors, il y a un site internet, on voit en photo la page de garde, où les gens peuvent déjà s'exprimer, poser des questions et vous y répondez. Et là, il fallait vraiment une maison pour concrétiser tout ça ? Oui, c'est important parce que il faut donner toutes les possibilités d'accès à cette information. C'est pas simplement à travers un écran qu'on peut donner vraiment complètement toutes les informations. C'est pour ça que la maison du projet, elle sera ouverte tous les jours, tous les matins, lundi, mardi, jeudi, vendredi matin et le mercredi après-midi. Le mercredi après-midi, je serai là aussi pour répondre aux différentes questions qui peuvent intéresser certaines personnes sur certains thèmes, avoir des réponses un peu plus pointues que simplement ce qui est sur le site internet, qui est déjà quand même assez détaillé. Et ça, c'est important. Vous serez présent, disponible pour tout le monde, pour qu'on puisse venir vous trouver, poser des questions. Parce qu'il y en a plein des questions. J'ai regardé un peu sur internet et les questions de ce matin pendant le débat, dont l'une qui revenait le plus souvent, c'est deux choses revenaient le plus souvent. La première, c'est et avec le volcan, on peut quand même faire la piste longue. Ça revient souvent comme question. Oui. Mais c'est un sujet que l'on regarde justement, qui justifie le fait qu'il faut qu'on prenne le temps et pour éviter d'en perdre plus tard. D'accord. Prendre le temps de regarder précisément les conséquences, par exemple, du nouveau volcan. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais je vous dis un peu la façon dont c'est étudié. Les conséquences du nouveau volcan, c'est déjà des séismes, des micro-séismes qu'il y a en permanence. Donc la première question qu'on se pose, nous, et pour laquelle on a fait des sondages, c'est le platier, c'est-à-dire le sol sur lequel on va mettre la piste, va-t-il résister à travers tous ces micro-séismes? C'est le premier point. Le deuxième point, sur le volcan, ça a des conséquences sur l'île elle-même, qui s'est enfoncée. La subsidence de l'île, elle s'est déjà enfoncée de 19 cm. Et donc on a travaillé avec tous les spécialistes qui travaillent aujourd'hui sur le volcan pour savoir comment les choses peuvent évoluer à l'avenir, pour qu'on le prenne en compte, nous aussi, dans le projet de piste longue, et en particulier sur l'altimétrie, le niveau auquel on va caler la piste longue. L'autre élément, c'est les conséquences qu'il peut y avoir aussi sous l'eau, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effondrements sur les flancs en fait, sous-marins qui peuvent créer des tsunamis. Et ces tsunamis, nous aussi, on les prend en compte pour le dimensionnement de la piste, pareil, à quel niveau on les cale pour éviter les conséquences néfastes d'un tsunami, et puis pour que la piste elle-même, elle résiste. Bien sûr. Donc tout ça est regardé, et on communiquera justement avant la fin de l'année sur ces sujets-là, on montrera tout ce qui a été réalisé, mais c'est un sujet important qui est nouveau par rapport à 2011, le projet ancien, j'en conviens. Oui, certains disaient là, en 2011, on demandait déjà l'avis de la population. C'était sur l'opportunité en 2011, c'est-à-dire est-ce que la population finalement a envie d'une piste longue et où? C'était ça la question en 2011. C'est plus cette question-là aujourd'hui. Aujourd'hui, la question c'est comment on le fait, dans quelles conditions? Quelles conditions on va acheminer les matériaux? Comment on prend en compte le nouveau volcan? C'est ça les questions qui se posent. On est dans du concret là aujourd'hui. Et justement, regardez les deux images que j'ai en régie, les deux images de possibilités de pistes longues. Deux options possibles. Il y a deux possibilités si on voit les photos. Vous avez pris évidemment l'option 2. Expliquez-nous. Voilà, ça c'est la piste actuelle. On voit là. Ça c'est l'étape numéro 1. L'allongement de la piste. On allonge la piste. Étape numéro 2, la piste convergente. Oui. Alors, ça c'est le scénario 1 du débat public, le scénario 2 étant de réaliser directement la piste convergente sans cette première étape d'allongement. Ça c'est le prochain visuel, si on peut le montrer. Voilà. C'est ce serait donc le projet qui serait plutôt prévu.
C'est pas celui-là oui, qui serait l'autre, prévu. L'autre, oui, pardon, l'autre. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est pas celui-là voilà, qui est celui-là. Voilà, c'est celui-là qui serait convergente. privilégié. Pourquoi le scénario 1, aujourd'hui, en tout cas la première phase qui avait été imaginée en 2011, elle avait été imaginée pour permettre à un gros porteur, c'était un Boeing 777-200 LR, pour dire les choses précisément, qui permettait d'améliorer la desserte de Mayotte avec simplement un allongement de 400 mètres. Nous avons récemment repris toutes les études avec les flottes d'avions qui existent aujourd'hui, qui sont prévisibles, que les compagnies aériennes envisagent d'utiliser pour desservir Mayotte sur des liaisons directes. Et le premier résultat, c'est que cet avion, de toute manière, il n'est plus utilisé par les compagnies aériennes pour desservir Mayotte, et ces compagnies aériennes ne l'utiliseront plus. Ce qui veut dire que cette extension de 400 mètres qui aurait pu apporter une amélioration dans la desserte ne se justifie plus aujourd'hui. Okay. Donc ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui nous sommes sur une réalisation directe, sans phasage, d'une piste convergente. Et ça c'est important. Oui, c'est important. Mais par contre, alors j'aimerais que vous expliquiez, on nous parle d'une piste longue mais moins longue. Alors, parce qu'il y a de nouvelles technologies. Expliquez-nous. Voilà, c'est une piste, la piste reste longue. Hein, ouais. Voilà. Donc nous avons réactualisé donc, tous les calculs, je dirais, de longueur de piste, en tenant compte des flottes d'avions que les compagnies aériennes envisagent, je disais, d'utiliser pour desservir Mayotte. Des avions qui existent ou ceux qui vont être améliorés aussi à l'avenir. Hein. Et donc, à partir de là, on a fixé aussi un objectif de desserte. Un objectif de desserte très ambitieux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre en fait, des décollages avec des perturbations au maximum sur 4 vols sur une année, en période de pluie. C'est-à-dire, effectivement, il y a des fois, quand il y a des très grosses pluies, il y a trop d'eau sur la piste et c'est pas possible de voilà. C'est pas possible. Donc notre objectif, c'est 4 vols perturbés au maximum par an, mais perturbés, ça ne veut pas dire annuler, ça veut dire simplement qu'on décale un peu le départ de l'avion, le temps que l'eau s'évacue de la piste. Voilà. 4 vols par an. Aujourd'hui, pour vous donner l'équivalent, c'est la moitié de l'année où on ne décolle pas. C'est ça. Voilà. Il y a trop d'eau sur la piste, on ne décolle pas, on ne peut pas atterrir. C'est un gros problème. C'est ça. Donc des objectifs ambitieux avec la prise en compte de 100% de remplissage des avions en passagers, ce qui n'est jamais le cas. Hein. Oui. Mais bon, nous on a pris l'option pour se donner vraiment des objectifs ambitieux de 100% de passagers et la possibilité aussi d'avoir du fret. Et des conditions météorologiques qu'on rencontre quasiment pas en fait aujourd'hui. Donc on s'est fixé vraiment une barre très très haute pour qu'il y ait une très grande qualité de service sur la piste longue. Et à partir de là, donc en tenant compte des performances des avions, de l'objectif ambitieux qu'on s'est fixé, on a regardé qu'est-ce qu'il nous fallait exactement comme longueur de piste. Parce qu'il y a l'objectif, mais il y a les enjeux aussi à côté. Les enjeux, c'est les enjeux environnementaux, c'est les enjeux de volume de matériaux, c'est les enjeux aussi par rapport au nouveau volcan. Et donc on se doit d'optimiser justement cette longueur de piste pour répondre à l'objectif ambitieux, mais aussi pour tenir compte des enjeux. Et aujourd'hui, la longueur n'est pas arrêtée, on l'arrêtera avant la fin de l'année. En tout cas, l'étude opérationnelle, c'est-à-dire en fonction de la flotte d'avions qui est envisagée aujourd'hui, nous conduirait à une longueur de 2510 mètres. Ça reste une piste longue, hein. C'est pas 2600, mais ça reste une piste longue. Et en tout cas, on va poursuivre les études sur les autres enjeux pour voir effectivement, pour faire le choix définitif de la longueur, mais qui sera de toute manière au minimum de 2510 mètres. Donc ça c'est une obligation, 2510 mètres. Après, tout à fait. Après, il y a l'autre enjeu qui est l'environnement. Ça a été retoqué déjà, ça déjà par un rapport. Attention, l'environnement, vous touchez à des choses importantes. C'est compliqué de mettre en place une piste convergente et en même temps de respecter les enjeux environnementaux qui sont à côté. Alors, les enjeux environnementaux sont importants, Bien sûr. Que ce soit dans le lagon ou même sur la partie terrestre. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir faire des zones d'extraction de matériaux et donc là aussi, il peut y avoir des impacts sur l'environnement. Tout ça est regardé de très près avec on a mis en place un comité de suivi des études écologiques où on a toutes les associations de protection de l'environnement de Mayotte qui participent pour élaborer tout le diagnostic, c'est-à-dire on a fait tous les inventaires d'espèces qu'il peut y avoir sur les terrains qui sont concernés, que ce soit en milieu marin ou en milieu terrestre. On va réunir encore prochainement ce comité pour que les associations puissent donner leur avis effectivement sur la qualité finalement de ces inventaires et puis ensuite découler les mesures qu'on prendra d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts. Donc tout ça est pris naturellement très au sérieux. C'est un sujet important, c'est un des
3 enjeux importants hein, sur le projet et donc c'est suivi de près, y compris naturellement avec les acteurs locaux parce qu'on souhaite travailler avec les acteurs locaux, c'est une évidence pour nous. Et vous n'êtes pas tout seul, évidemment, vous êtes le monsieur piste longue pour tout le monde, vous n'êtes pas tout seul, vous avez raison de le souligner en off. Attendez, je ne suis pas tout seul, il y a quand même un comité de pilotage. Alors, il y a plus qu'un comité de pilotage. Il y a un comité de pilotage qui est là pour s'assurer que les choses avancent, effectivement, qui est un comité de pilotage, je qualifierais de plus politique, puisqu'il y a le préfet, le président du CID. Il est coprésidé par le préfet et le président du conseil départemental. Il associe les parlementaires de Mayotte, d'autres élus de Mayotte, de Petite Terre notamment, le milieu économique aussi, et dans ce comité de pilotage, milieu économique de Mayotte, bien entendu. Et donc ce comité de pilotage est là pour effectivement surveiller finalement l'avancement et puis donner un avis sur des grands choix qui pourraient être faits. On retrouve dans ce comité de pilotage aussi les cofinanceurs hein, de ces études, donc c'est quand même important. Mais il n'y a pas que ça hein, en pilotage. Hein. J'ai cité le comité de suivi des études écologiques. On va mettre en place aussi un dispositif particulier sur le sujet des matériaux, dans lequel on va retrouver toutes les collectivités de Mayotte qui peuvent être concernées. Et ce n'est pas que les collectivités de Petite Terre, il y aura naturellement le département, hein, c'est une évidence, dès qu'on parle de matériaux et d'acheminement de matériaux, parce que c'est quand même ça le sujet aussi. Comment on fait? Voilà. Comment on fait pour amener tout ça? Voilà. Et donc on va avoir aussi cette concertation qui est mise en place avec les élus de terrain, je dirais, hein, pour traiter ce sujet, le traiter correctement, et surtout à apporter des réponses qui soient acceptables pour la population. Donc il est hors de question pour nous de mettre une ribambelle de camions qui vont circuler. Parce qu'on en parlait, j'allais y venir, il y avait une étude qui disait ça va être un bal incessant de camions. Les gens, à la rigueur, ne pourraient même plus dormir tellement, en faisant le calcul du nombre de mètres cubes qu'on doit amener, qu'on doit enlever, etc. Ça va être un bal incessant, genre H24. Si on faisait ça par camion, oui. Okay. Si on faisait ça par camion, oui. Donc ça veut dire que nous, on prendra des dispositions, et on y réfléchit en ce moment, en particulier pour acheminer les matériaux depuis Grande Terre jusqu'à Petite Terre, puisqu'il faudra en faire venir de Grande Terre. Donc naturellement, on réfléchit, mais on réfléchit aussi sur des nouvelles dessertes maritimes, finalement. Hein. Alors, et on va essayer de faire ça de façon intelligente, c'est-à-dire en se disant, il faut qu'on crée quelque chose pour faire venir les matériaux par la voie maritime, hein, en traversant le lagon. Essayons de faire quelque chose qui puisse être réutilisé après. Donc de façon pérenne De façon pérenne, et effectivement... Il a créé un système de transport maritime pour éviter tout ce bal de camions, pour alimenter la construction de l'aéroport, mais qui resterait après pour des transports. C'est ça. C'est tout l'objet de cette concertation qu'on va mettre en place à partir de la fin de ce mois et puis du mois de novembre pour traiter ce sujet-là. Et il est primordial. Hein. Il est primordial. C'est ce qui va être le plus important, à mon avis, pour la population, parce que pendant le chantier, c'est là où il pourrait y avoir le plus de nuisances. Il y a un chantier, il y a des nuisances. Il ne faut pas se cacher. C'est clair, évidemment, et on va y passer pour ça. Le chantier, parlons-en. Il y a une date de prévue, un premier coup de pioche, parce que personne ne le sait aujourd'hui. Les gens restent quand même imitatifs en disant, je vois les commentaires, hein, arrêtez de nous vendre du rêve, on veut savoir quand ça commence. Les gens aimeraient avoir du concret, bien que les maisons soient là. Hein. Oui. Je dis, on est déjà dans la phase de réalisation. Il faut bien voir que dans la réalisation d'un projet, c'est pas juste je décide de réaliser le projet et j'amène ma pelleteuse pour commencer à faire le remblai. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En amont, il y a toutes les autorisations administratives à obtenir et notamment une enquête publique qui sert, par exemple, pour pouvoir acquérir les terrains sur lesquels on va faire des extractions de matériaux. Oui. Ces terrains ne nous appartiennent pas. On ne va pas aller aujourd'hui faire des trous dans ces terrains-là alors qu'ils ne nous appartiennent pas. Et pour ça, ça se fait avec une déclaration d'utilité publique. Donc il faut ça. Et le processus, il est prévu, le processus d'enquête publique, à partir de mi-2022. D'accord. C'est proche, hein. C'est proche. Ça peut paraître loin pour certains, c'est très proche. C'est loin mais proche, ouais. Voilà, c'est proche. Et dès que les autorisations seront délivrées, donc c'est le temps habituel, hein, sur tout grand projet d'infrastructure comme ça, donc ça veut dire que ça sera délivré en 2023, et donc le chantier démarrera en 2023. Et là aussi, il ne faudra pas s'attendre à ce que tout de suite ça démarre sur la piste elle-même, parce que les premiers travaux qu'on va faire, c'est pour permettre l'acheminement des matériaux entre Grande Terre et Petite Terre.
Ah oui, c'est ça la première chose. Donc, et tout ça sera défini avant, c'est-à-dire qu'au moment donné... Bien sûr. Et quand est-ce que ça va être arrêté, tout ça? Vous dites à peu près 1000 l'année prochaine, on dépose des demandes, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Dire voilà, on prend l'option numéro 2, on va faire l'acheminement par bateau, etc. Quand on va arrêter tout ça? Alors, on arrête les grandes options là au mois de décembre. D'accord. Donc c'est dans 2 mois. Hein. Dans 2 mois, tout ça va être arrêté. Et ensuite, tout sera complété avec l'étude d'impact détaillée, l'étude socio-économique, enfin, tout ce qui est obligatoire dans un dossier d'enquête publique. Donc à la mi-2022 pour enchaîner sur l'enquête publique. Donc là, tous les choix précis seront faits. Et vous tenez compte également des commentaires des habitants, mais d'où cette maison, parce qu'ils vont venir vous consulter, de donner des avis. Et le directeur général de l'aviation civile l'a dit, hein, Damien Cazet, on a besoin de cet avis de la population parce que ça nous ouvre certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Bien sûr, c'est essentiel. C'est essentiel. Chacun va voir le projet à sa manière, sous son prisme. Certains vont être plus intéressés par les sujets environnementaux, donc d'autres vont être intéressés plutôt par l'organisation du chantier et les impacts que ça peut créer aux riverains. Mais ne serait-ce que sur ce thème d'impact du chantier pour les riverains, c'est essentiel que nous, on ait le retour. Je veux dire, il faut qu'on s'imprègne aussi de ce qui se passe localement, comment les choses fonctionnent localement et comment potentiellement on risque de perturber ce fonctionnement. Monsieur le maire de Pamandzi, hier, évoquait naturellement les riverains qui sont proches pour des questions de nuisance, de bruit, de poussière, mais aussi les pêcheurs. Voilà, nous, il faut qu'on s'imprègne de tout ce fonctionnement, de tous les retours des personnes pour définir un bon projet. Définir un bon projet en même temps, c'est ne pas perdre du temps plus tard parce qu'on n'aura pas traité ces problèmes. Vous l'avez dit, prendre le temps maintenant pour en gagner plus tard. C'est ça. C'est pas évident à comprendre, mais la logique est là. Deux questions encore. Une déclaration d'utilité publique, c'est normalement 3 ans. Non, pas du tout. D'accord, là vous confirmez, non, ça va plus vite. Non, c'est 3 ans si on compte effectivement toute la préparation du dossier et ainsi de suite. Donc si on part de 2019, je vais vous dire oui. Ah oui, 2019, 3 ans depuis 2019. Voilà. Autre question, si ça change de gouvernement, si Emmanuel Macron n'est plus à la présidence l'année prochaine, est-ce qu'il y a un risque que ce chantier soit freiné par une nouvelle volonté gouvernementale? Alors, comme je crois que j'ai déjà dit sur cette antenne aussi, tout grand projet d'infrastructure peut s'arrêter à tout moment. Et ça, ce n'est pas spécifique à Mayotte. Bon. Néanmoins, on n'en est plus au stade de se poser la question sur le projet. On est au stade de sa réalisation et on est déjà quand même très avancé sur les phases préparatoires et notamment pour obtenir cette déclaration d'utilité publique. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qu'il faut avoir aussi, c'est qu'il y a une volonté politique qui est partagée quand même aujourd'hui. Voilà. Donc tous ces éléments-là font que, je ne sais pas si je vais rassurer tout le monde en disant ça, mais en tout cas, moi, je n'ai pas d'inquiétude en fait sur la suite. Parce que les gens disent, voilà, quand on parle de mi-2022, ça correspond également à un changement de présidence. Donc les gens disent, tiens, ça correspond aussi à un changement de présidence. Oui, mais enfin, c'est les délais qu'il nous faut. C'est un hasard qui fait que c'est comme ça. Oui, c'est les délais qu'il nous faut pour réaliser tous les travaux préparatoires qu'on est en train de faire. Et puis l'étape suivante, j'ai dit mi-2022, l'étape suivante c'est en 2023 pour la déclaration d'utilité publique et vous ne pourrez pas me faire dire autre chose parce que ça va être des délais incompressibles. Ça c'est une donnée. Par contre, ce qui est important, c'est cette finalité de choix. Fin décembre, on sait. Fin décembre, on sait de toutes les grandes caractéristiques. Vous dites, voilà, ce sera le projet qu'on voit actuellement, la piste convergente. Ce sera des transports par bateau pour éviter un engorgement des camions, etc. Tout sera ficelé. C'est ça. Les grandes caractéristiques de la piste seront fixées, le scénario, la longueur, la largeur du remblai, autre élément aussi sur lequel on a travaillé, où on peut optimiser, et ça c'est bien pour les enjeux notamment environnementaux, c'est que en tenant compte de l'évolution des technologies, plutôt que de prévoir une largeur de 210 mètres de remblai qui était prévu au débat public, on va pouvoir passer à 150 mètres. Ça paraît peut-être rien comme ça, c'est une petite réduction, mais je ne sais pas si vous imaginez les conséquences qu'il peut y avoir en termes de volume de matériaux, d'économie de volume de matériaux et donc d'économie aussi d'emprise sur le lagon. Voilà, c'est des sujets essentiels comme ça qui nous permettront aussi d'avoir un projet plus acceptable par tout le monde, y compris sur les aspects environnementaux. On peut vous rencontrer à la Maison du Projet, vous l'avez dit, c'est-à-dire demain, après-midi, on peut vous rencontrer déjà. C'est ça, tout à fait. Les gens peuvent avoir, je suis téléspectateur, je vous vois, j'ai une question à vous poser, je viens à la Maison du Projet en Petite Terre, vous y êtes et vous répondez aux gens. Tout à fait, c'est ça.
Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler avec Automation. Puis rendez-vous fin décembre, au début janvier, pour expliquer la suite Bien volontiers. de l'opération. Bien volontiers. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.